bonjour à tous. Bonjour à tous, ou à tous si je le fais à la Johnny, paix à son âme. Donc merci d'être déjà si nombreux et d'être encore plus nombreux. Donc, qu'est-ce qui se passe, non? Voilà. D'être encore plus nombreux dans quelques minutes pour ce club Arthur Dance, cet espace de découverte où on fait se croiser les savoirs pour, je l'espère, en savoir plus nous-mêmes. Vous êtes donc ici pour tout savoir, en tout cas tout savoir, en savoir le plus possible sur Blade Runner, donc, et notamment sur le mythe du cyborg, parce que finalement ce film se construit un petit peu autour de ça. Et on va faire chauffer un peu les méninges, on va faire chauffer un peu les concepts et la philosophie. Et je vous propose de découvrir tout cela avec moi et avec nos invités. Nos invités, donc, nous avons Thibaut de l'INRIA qui est ici présent. Nous avons à côté de lui Simon, alias Captain Tabouret. Et puis nous avons en face de nous Samuel de la SOPSI, qui donc vont être les intervenants de grande qualité, qui vont avoir plein de choses à dire sur ce sujet. Alors peut-être un premier tour de table pour vous laisser vous présenter votre parcours et puis ce que vous faites. Bonjour, Thibaut Després. Je suis doctorant en informatique à l'INRIA de Bordeaux, donc pas très loin, et en particulier sur toutes les questions de robotique éducative. Donc, Ah Ouais, c'est mieux. Ok. Thibaut Després, donc je suis doctorant en informatique à l'INRIA de Bordeaux, donc juste à côté, et je bosse en particulier sur la robotique éducative et son intégration à l'école, donc au lycée, collège, primaire, toutes ces choses-là. Donc le mythe du cyborg, on le connaît un peu. Donc Simon Nolin, alias Captain Tabouret, je fais des vidéos essentiellement sur Star Wars une fois par an à peu près. Et dans une autre vie, j'étais ingénieur. J'avais suivi une formation d'ingénieur en cognitique, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, du traitement automatique de la connaissance, avec de la robotique, de l'intelligence artificielle et plein de choses intéressantes. Donc moi, je suis Samuel Saudemont de SOPSI. C'est une association de psychologie sociale et donc je suis moi-même psychologue. Et j'ai fait une formation de psychologie sociale à l'université de Bordeaux, donc je pense qu'un peu comme tout le monde ici. Donc je vais aborder vraiment les questions un peu plus du côté de l'humanité, on va dire. Voilà, alors le but, bien entendu, hein, c'est qu'il y ait un échange. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler. Hein, on vous passera un micro et puis vous pourrez poser vos questions aux intervenants et ils apporteront la réponse qu'ils souhaitent. J'ai rien écrit sur mon script, à part quelques questions pour faire avancer la machine, si vous êtes très très timide, et des fois je sais qu'on est un peu timide. Alors justement, peut-être une première question, puisqu'on parle de Blade Runner, du cyborg. Déjà le film Blade Runner, alors peut-être que ça va lancer des polémiques, attention. Hein. Qu'est-ce qui représente pour vous ce film qui commence ? Alors pour moi, c'est un des premiers films de science-fiction que j'ai vu, je pense. Vraiment grosse science-fiction, quoi. Et après, ça m'a vraiment ouvert l'univers de la science-fiction en général, avec beaucoup de livres que j'ai lus par la suite, et qui ont questionné aussi la place de l'humanité, en fait, finalement, et qu'est-ce que ça voulait dire d'être un humain. Parce que c'est plus cet aspect-là qui m'a intéressé et qui m'a vraiment interpellé dans la science-fiction, et que j'ai découvert à travers Blade Runner, vraiment. De mon côté, je l'ai découvert très tard, je devais avoir 20 ans à peu près. Au début, je me suis ennuyé. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui découvrent Blade Runner en cours de route. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, à force que je le revois, parce que quand même, je me force à le revoir, histoire de voir si mon avis reste le même. Et mon avis a changé, parce que plus je le revois et plus je l'apprécie, plus j'apprécie les longueurs, plus j'apprécie le côté développement de l'ambiance, de toutes les questions d'éthique et de philosophie qu'on retrouve dedans. Voilà. Donc je pense que d'ici 10 ou 20 ans, je serai vraiment un énorme fan de Blade Runner. Pour l'instant, ça reste un peu mitigé. Moi je l'ai découvert aussi assez tard en fait, dans l'univers de la science-fiction. J'avais déjà pas mal de références sur ces questions qui sont toujours très abordées en science-fiction, de philosophie, de la place de l'homme, de la machine et ce genre de choses. C'est vrai que c'est une ambiance très particulière, un Blade Runner, avec parfois des plans très larges et très lents, ou très serrés et très chargés, très chargés même des fois. C'est assez difficile de trouver la bonne information
pour suivre l'intrigue. C'est vrai qu'il faut le revoir. Il faut le revoir en plusieurs fois, même s'il est long, pour bien comprendre toutes les subtilités du mécanisme scénaristique. Puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure juste en off. Il faut aussi avoir fait le deuil des attentes qu'on pouvait avoir sur Blade Runner. Faut pas s'attendre à voir un film style iRobot avec une enquête où il va y avoir de l'action, des courses-poursuites, ce genre de choses. Non. Il faut savoir qu'on va arriver sur Blade Runner et on va prendre le temps de développer toutes ces questions. Et il faut s'immerger dedans. Il ne faut pas commencer à faire autre chose pendant parce que sinon on ne va rien suivre. Voilà. Il faut faire le deuil des idées qu'on pouvait avoir avant et puis rentrer dans le film et rester concentré dessus pour bien accrocher. En plus, l'univers de Philippe K. Dick ne se prête pas forcément en film d'action un peu foufou. Bon, je pense à Total Recall peut-être, mais voilà. Mais il reste quand même aussi quelqu'un qui a justement un côté très réflexif sur l'humanité, sur les robots. Et justement, puisque c'est un des éléments forts de Blade Runner, les cyborgs, les réplicants. Donc, qu'est-ce que pour vous un cyborg? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme définition? Allez-y, vous pouvez vous lâcher. Là, on peut partir dans des choses lointaines. Moi, j'allais aborder justement la question psychologique. En psychologie, on ne parle pas vraiment de cyborg ou même justement, on ne va pas définir l'objet de l'humanité, l'objet humain en tant que tel, en le différenciant par rapport à une machine. C'est pas vraiment pertinent. C'est-à-dire qu'on peut aussi étudier une machine comme on étudierait un humain. Donc nous, c'est plus une question de méthode qui nous intéresse et qu'on va aborder, plus que vraiment définir la nature humaine. Alors, parce que la nature humaine, effectivement, on laisse plutôt ça à la philosophie. Donc c'est une question qui est quand même, je pense, très compliquée d'y répondre. Et par contre, personnellement, en tout cas dans la manière dont on aborde la question, on imagine que le cyborg, finalement, c'est la copie en fait mécanique du fonctionnement du cerveau humain. Et donc, c'est un humain mécanique, mais avec des circuits, au lieu qu'ils soient biologiques, des circuits qui sont en fait informatiques. On n'a pas fondamentalement en psychologie. Alors en France, peut-être plus. Mais par exemple, aux États-Unis, on va plutôt considérer la machine comme pouvant tout à fait être humaine, mais pas. En France, il y a la psychanalyse qui a laissé une empreinte beaucoup plus forte. Du coup, on va imaginer que non, on a un esprit particulier qui ne peut pas être reproduit par une machine. Je pense qu'au niveau du point commun qu'on peut trouver dans toutes les définitions de cyborg, c'est que c'est un être de synthèse que l'homme a produit en fait. Et je pense qu'on en revient là en fait d'être notre propre créateur. Et ça se discute. Il y a plein d'œuvres de fiction, Dragon Ball, pas tous les exemples en tête, mais où le cyborg c'est considéré comme étant un être humain augmenté. On va rajouter un élément cybernétique sur l'humain et ça va devenir un cyborg. Et c'est exactement ça, c'est l'idée d'ajouter quelque chose qui a été créé par nous et pas quelque chose qui vienne directement de notre biologie. Ou c'est l'idée, oui, effectivement, de s'augmenter, mais donc de créer quelque chose pour s'augmenter. Il y a effectivement l'idée de la machine, mais pas forcément avec des circuits imprimés. Elle peut être biologique. Et donc après faire émaner quelque chose qui puisse ressembler à de l'humain. Mais je pense que c'est vraiment l'idée de construire quelque chose de synthétique qui rassemble. Je suis d'accord, c'est juste que je voulais juste rebondir sur le côté fiction, où souvent cyborg ça va plutôt être un synonyme d'homme augmenté. Parce que le côté augmentation, c'est quelque chose qu'on n'utilise que récemment finalement dans les films. On va parler de réalité augmentée, on va parler d'humain augmenté. Mais pendant longtemps, on allait juste parler de cyborg comme étant l'homme augmenté, et sinon c'était des robots qui avaient une apparence humaine, mais on faisait vraiment une grosse distinction entre le cyborg, qui était un homme auquel on rajoutait des éléments, et le robot qui se faisait passer pour un humain. Donc, l'homme qui valait 3 milliards, c'était un cyborg alors Sans doute. Après, ça dépend. Tous les films choisissent une définition différente, et c'est vrai que pour le coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver là-dedans. Il y avait, c'est un peu vieux, mais dans la BD de Gottlieb, là, dans la rubrique AVRAC, il avait défini le cyborg comme un être suprêmement intelligent, capable de comprendre des horaires de train de la SNCF. Voilà.
Et du coup, en fait, ce qui est important, c'est que peu importe le mot qu'on utilise, cyborg, humanoïde ou que sais-je encore, l'idée c'est qu'il faut définir le mot que l'on emploie. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve régulièrement dans les films de science-fiction. Ils commencent par définir c'est quoi pour eux le robot, le cyborg. Et ailleurs, étonnamment, dans Blade Runner, on ne sait pas grand-chose sur ces cyborgs. On sait que voilà, c'est des généticiens qui les ont produits, mais enfin, vous avez peut-être plus de souvenirs que moi, je sais pas. Ouais, moi, de ce que je m'en souviens, justement, c'est qu'on ne sait même pas si c'est pas juste des humains qui sont grandis de manière accélérée et qui, du coup, vivent très, très peu de temps, mais qui sont des humains, en fait. Parce que, justement, c'est mentionné dans le film, on ne peut pas les différencier, en fait, des humains normaux. Donc, si c'est pas si c'est pas des humains, c'est quoi Pour le coup, pour l'avoir vu cette nuit, et c'est cette nuit que je me suis rendu compte que je l'appréciais de plus en plus d'ailleurs, ils ont une durée de vie limitée à 4 ans parce qu'on ne veut pas prendre de risques avec eux. Donc ils vont s'éteindre au bout de 4 ans avec leur batterie. Et effectivement, on ne peut pas les différencier. Il y a juste le test de Voigtkampf qu'on va leur faire passer, une sorte de test psychologique. On va leur poser, je ne sais plus, c'est 60, 70 questions, même 100 questions pour le robot de Tyrell. Jusqu'à déterminer si c'est un être humain ou une machine. Et visiblement, il n'y a pas d'autre moyen de le faire, sauf qu'il y a une scène où on voit un robot plonger le bras dans de l'eau bouillante pour sortir un œuf, et visiblement, elle ne souffre pas. Donc, visiblement, ils ont des capacités supérieures, mais on ne peut pas les différencier d'un être humain normal, à moins d'avoir un test psychologique. Et je pense qu'on a une remarque dans le public. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire que j'adore Blade Runner. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert très jeune. Mais sur toutes les remarques que vous avez faites, il faut aussi noter le fait que Ridley Scott, pour une raison assez incompréhensible, apparemment n'aimait pas trop le script et l'a assez charcuté de tous les côtés. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de versions. Il est allé chercher des rushs de Legend, des plans de licorne pour les mettre dans le film, pour les incorporer dans les rêves de Descartes. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que c'est pas encore assez clair dans le premier film, parce que dans Blade Runner 2 c'est beaucoup plus évident, mais dans le premier Blade Runner c'est pas assez évident que ce soit des androïdes, puisque justement je pense que Ridley Scott, c'est une légende, après là je suis pas, j'ai jamais eu la vérité vraie, mais apparemment Ridley Scott ça le gonflait les androïdes, et donc il a préféré en faire des sortes de clones. Mais il a quand même gardé certains éléments des androïdes. Ce qui fait que pour terminer sur ma remarque, c'est vrai que Blade Runner c'est un cas assez étrange, parce que c'est un cas sur un réalisateur qui n'aimait pas le script, qui en a fait un petit peu n'importe quoi, et pourtant on en a tous retenu quelque chose de totalement différent en tant que spectateur. Alors après, on aime ou on n'aime pas le film, mais on voit autre chose que ce que le réalisateur voulait. Je trouve que c'est un cas assez remarquable. Puis c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions en plus. Il y a eu la version qui est sortie en salle, qui avait été retouchée par les producteurs. Ouais. Ensuite, Ridley Scott a eu une petite notoriété, il a sorti sa version à lui. Et puis il y a eu une autre version qui est ressortie quand ils ont sorti les DVD ou les Blu-ray il y a quelques années. Alors je crois qu'il y en a 8 de mémoire. Ouais, je ne sais plus combien il y a de versions différentes, mais c'est vraiment incroyable. Avec un montage un petit peu différent, avec des idées un petit peu différentes. Une des grandes questions du film, c'est est-ce que Rick Deckard, donc le héros interprété par Harrison Ford, est un répliquant ou pas. Et ça, y a des versions qui sont plus ou moins claires dessus. Et puis on a aussi Ridley Scott qui est revenu dessus il y a quelques années pour dire ah, en fait la vérité c'est ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'une interview de Ridley Scott pour juger un film? Je suis pas sûr. C'est ça, c'est comme si Paul Verhoeven il venait nous voir et il disait ouais en fait à la fin de Total Recall, Schwarzenegger il faisait un rêve. On n'en veut pas de ce genre de réponse. Le film se suffit en lui-même et c'est bien suffisant. Voilà. Oui, d'accord. Mais je pense justement, t'abordais la question du fait que c'était peu défini dans le film. Est-ce que c'est des robots, et Ridley Scott lui-même ne sachant pas si c'est des robots ou des humains, et c'est ça qui marque, je pense, fondamentalement. Quand on voit ce film, nous-mêmes on ne sait pas, et ça nous renvoie à notre vécu finalement de qu'est-ce qui nous différencie vraiment d'un robot, parce que nous on les voit, il y a des scènes très marquantes justement avec ces robots peut-être qui ont des émotions,
et on n'arrive pas vraiment à s'éloigner. Je sais pas, quand on regarde iRobot par exemple, bon, les robots, on voit que c'est des robots. On n'a pas besoin de se poser la question. Là, c'est vraiment ambigu et je pense que c'est ça qui nous parle en fait. Sachant que le titre original du livre, c'était Les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques. Donc c'était plus clair hein, sur l'intitulé. Quitte à interpréter des trucs, hein, finalement Ridley Scott avait vu avec 30 ans d'avance l'obsolescence programmée aussi. C'est un boss quoi. Bon, justement, puisqu'on en est à parler d'histoire autour un peu et d'interprétation du mythe, ce mythe du cyborg justement, qu'est-ce que c'est une invention récente? Est-ce que ça remonte à longtemps, le mot cyborg? Qu'est-ce que ça signifie, etc. Beaucoup de questions dans une seule. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? C'est vrai que le mythe de la machine, on le retrouve depuis très 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 longtemps en fait. Hein. Déjà depuis l'Antiquité, avec le questionnement de l'homme est-il une machine biologique, on se posait des questions et puis après, au fur et à mesure de l'histoire, c'est quelque chose qui nous a toujours ancré. Mais plutôt du point de vue de comment nous expliquer nous. C'est vrai qu'un débat plus récent aujourd'hui, c'est donc est-ce que d'une machine peut émerger une conscience? Est-ce que d'une machine va émerger une intelligence complexe qui soit issue de phénomènes extrêmement simples, enfin extrêmement mécaniques quelque part? C'est vraiment ces questions-là qui sont plus d'actualité. Mais oui, non, la question de la machine et de l'homme-machine, la dualité entre ces choses-là remonte à aussi loin qu'on puisse penser en fait. Historiquement, on voit que les premiers questionnements, ça va être dans la mythologie grecque notamment. On va penser à Héphaïstos qui crée une machine qui va ouvrir la boîte de Pandore, hein, donc Pandore. Et par contre, c'est une création divine. C'est un peu l'équivalent de l'humain. On va dire que c'est mécanique, mais bon, c'est Dieu qui l'a fait. Je pense que la grosse différence avec maintenant, je pense qu'on peut la dater à peu près comment on appelle la Frankenstein. Frankenstein, c'est vraiment l'idée que l'humain, le scientifique fou déjà, hein, la figure du scientifique fou, va créer une créature qui est complètement artificielle, qui n'est pas du fait de Dieu ou d'une entité supérieure, mais vraiment l'humain va lui-même créer la vie. Et c'est ça qu'on retrouve maintenant dans les mythes modernes et dans cette question-là de est-ce qu'on peut créer des machines qui pensent. Ça date de Frankenstein. Donc bon, maintenant on colle plus des cadavres ensemble pour faire des golems bizarres, mais c'est vrai que Blade Runner traite aussi ce côté divin de l'homme qui se met à créer une machine qui lui ressemble, comme Dieu a créé l'homme à son image. Le Nexus 6 à la fin, quand ils sont sous la pluie, il va se retrouver à se planter des clous dans les mains. Bon, ça nous fait penser à quelqu'un d'autre. On a cette dimension religieuse quand même avec le mythe du cyborg quasiment depuis le début et puis jusque dans les films plus récents. Et moi ce qui me marque par contre c'est vraiment que c'est une sorte de désacralisation progressive. C'est vraiment au début il y a le scientifique fou, cette figure là qui est sacrilège. Maintenant c'est plus détendu, on crée des robots. On se voit plus comme des scientifiques fous qui créent la vie, mais est-ce que les robots vont pas venir nous tuer? Par contre, ça nous inquiète un peu. Mais c'est plus comme des parents maintenant, le rapport à la robotique. Je pense qu'il y a toujours une grande défiance du grand public face à ces technologies qui sont souvent aujourd'hui de l'ordre du magicien d'Oz. Hein. Quand on voit des choses qui nous frappent, souvent c'est que c'est triché derrière. Et en revanche, des choses qui sont déjà quelque part un peu exceptionnelles, on ne se rend pas compte de la connaissance qu'il faut accumuler pour ne serait-ce que créer un robot aspirateur autonome. Et ça déjà, il a fallu l'accepter. C'était pas forcément évident de se l'imaginer dans nos salons, avoir des petites bêtes qui se déplacent. Et en fait, on sent justement déjà l'humanisation qu'on peut donner à toutes ces machines qui ne ressemblent pas du tout aux réplicants, par exemple. Mais se posent des questions assez troublantes sur les émotions, l'intelligence. Tu parlais d'iRobot tout à l'heure. C'est vrai que là, on n'est pas du tout face à un humanoïde. Pourtant, se posent quand même des questions de est-ce qu'il a des sentiments, est-ce qu'il a des émotions, et
et c'est très intéressant. Ouais, vous avez sûrement déjà vu sur Internet des vidéos de robots à qui on apprend à marcher et on voit des gens qui leur foutent des grands coups de pied dedans pour voir s'ils gardent leur équilibre. Bah, je sais pas vous, mais moi ça me rend assez mal à l'aise parce que bah ouais, le robot il fait ce qu'il peut et on vient lui foutre des coups de pied dedans. C'est assez violent et mine de rien, ce robot, même s'il a pas du tout l'air humanoïde, on va quand même lui prêter des sentiments et on va avoir de la peine pour lui. Est-ce que notre vision de ce robot, ça influence pas aussi notre vision de ce qu'est un cyborg, de ce qu'est un humain, de tout ça? Complètement. La vision qu'on a des choses, elle va complètement altérer notre façon d'appréhender cette chose. Tu as des effets de halo, mais ça, t'en parlera peut-être beaucoup plus. J'ai un collègue qui va aborder cette question lundi, justement. Il va parler de ça, de l'empathie qu'on a pour les robots et des intentions qu'on prête aux intelligences artificielles. Là, vraiment du côté de la recherche psychologique. Comment les gens abordent ce problème-là sans forcément qu'il y ait vraiment d'intelligence artificielle ou que le robot souffre ou pas. C'est pas vraiment la question. C'est comment nous, on va le ressentir. Sachant que nos niveaux d'empathie sont très variés, du psychopathe absolu au super empathique. C'est-à-dire que des fois, voilà, on a de l'empathie aussi pour des choses. Justement, tu parlais d'un simple objet auquel on peut avoir un attachement. On va lancer nos émotions là-dessus et puis finalement voir des trucs épouvantables à la télé et sans que ça nous touche autant que, je sais pas, la perte de mon t-shirt préféré de Flash ou que sais-je, quoi. C'est ça qui est bizarre aussi. Ce qu'on voit nettement, notamment en robotique éducative, ce genre de choses, c'est l'intérêt d'humaniser ou pas l'apparence du robot. Ce qu'on constate en fait souvent quand on a des robots humanoïdes, c'est qu'on projette nos propres compétences et du coup nos propres peurs. Et il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante à relever, c'est le cas de l'expert. Quand tu parles par exemple de la vidéo de chez Boston Dynamics où on le voit martyriser un robot, quelque part c'est un test de robustesse. Et quand tu penses au chirurgien, c'est pareil, quand il répare, c'est très mécanique, il n'y a pas ce côté sentimental que tu peux avoir. Et donc il y a une deuxième chose, c'est que je suis persuadé que si ce robot avait eu une apparence beaucoup plus humaine, tu aurais eu peut-être moins d'empathie pour lui, tu aurais eu peut-être plus peur qu'il se rebelle et qu'il attaque celui qui est en train de le taquer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au sens où, étant donné que c'est plutôt un animal, donc un être inférieur, tu aurais plutôt tendance à le défendre et à remarquer le caractère un petit peu, tu le tortures quoi. Alors que si c'était un humain, t'as pas le même. Et donc la vision du robot modifie la façon dont tu vas percevoir. Complètement, je suis bien d'accord avec ça. C'est vrai que il aurait eu l'air humanoïde avec deux jambes, deux bras, voilà. Peut-être que ça m'aurait moins dérangé. Après, depuis que je les ai vus ouvrir des portes, quand même, je m'inquiète. Niveau sécurité, bon. Alors, on a une question. Oui, allez-y. Je tiens à rappeler que par rapport à l'œuvre originale de Philippe K. Dick, on parle beaucoup moins de la radiation et de tous les effets dégénérescents de la Terre elle-même et de la nécessité d'obtenir des réplicants pour envoyer en fait tout simplement la population dans l'espace. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a déjà en fait un crime originel dans le bouquin qui indique que les réplicants ont tué leur possesseur originel et sont revenus ensuite sur Terre pour essayer de vivre des vies d'humains. Et est-ce que vous pensez que du coup l'effaçage total de ce crime dans l'œuvre de Ridley Scott sert à cette empathie qu'on peut développer vers les réplicants parce qu'ils sont beaucoup moins dangereux entre guillemets? Ouais, c'est vrai qu'en plus, dans le film, les êtres humains sont presque moins humains que les réplicants. À part, ça doit être J.F. Sebastian, donc celui qui crée des automates chez lui, qui lui est très sympathique. Bon, il nous dit qu'il a 26 ans, mais on a l'impression qu'il en a 50 à cause des radiations, justement. Mais tous les autres humains, même Descartes, même si lui, on a des doutes, mais Tyrell ou les flics, ils n'ont aucune empathie. Alors que les androïdes, les réplicants, il y en a un qui se fait buter, les autres sont tristes pour lui. Alors que tous les autres s'en foutent complètement. Et c'est vrai que peut-être que ça a joué aussi pour Ridley Scott, peut-être qu'il s'intéressait pas trop à ça. Et c'est vrai que j'ai pas d'avis arrêté sur la question, mais en tout cas c'est une question très intéressante. Moi, je peux apporter un élément de réponse parce qu'effectivement, on a tendance à imaginer les gens d'un groupe extérieur comme étant une menace. Et dans le film, c'est pas vraiment un groupe extérieur, ils sont complètement intégrés à la société humaine. Donc, en soi, oui,
c'est ça, il n'y a pas de deux groupes comme on va voir, comme tu le disais dans le livre, où effectivement, vu qu'ils sont stigmatisés, enfin, ils portent le stigmate littéral de la faute qu'ils ont eue de tuer les humains. Donc là, tout de suite, ça crée une opposition qui crée le conflit de base et justifie plus facilement de la part du lecteur on va dire le rejet des androïdes, alors que dans le film, il n'y a pas cet aspect-là, et donc on se dit, qu'est-ce qui les rend si différents finalement, parce qu'ils ont des comportements, enfin, on les juge sur leur comportement en fait, et du coup, ils sont pas si extraordinaires que ça. Et puis je viens d'y penser d'un point de vue tout simplement cinématographique. Une des premières scènes du film, c'est un autre Blade Runner qui fait passer un test à un androïde, et l'androïde va le descendre. Et donc finalement, on assiste au meurtre d'un humain par un répliquant. Donc est-ce qu'on a besoin, une deuxième fois, de parler du crime originel d'un répliquant sur un humain? Peut-être que ça aurait été redondant, peut-être que ça aurait apporté trop de choses dans le film, et que Ridley Scott a préféré avoir un seul meurtre d'humain pour avancer et développer son propos ensuite. Peut-être. Ouais, après, je trouve que ce meurtre du Blade Runner au début du film, en fait, ça sert plus à un propos de proie qui essaye de s'échapper, en fait, tout simplement. Alors que là, en l'occurrence, ça va être certes des esclaves qui vont essayer de se sortir de l'emprise des humains qui, eux, sont là pour les emmener ailleurs. Mais il n'y a pas cette extrême urgence en fait qui est montrée dans le film où de toute façon si le répliquant se fait choper par le Blade Runner, c'est la fin. C'est la fin pour lui. Donc il n'a pas trop le choix. Après, j'ai bien aimé le esclave avec les guillemets, mais c'est vrai que justement toute la question est là, est-ce que c'est des humains ou pas? Parce qu'en termes on sait du travail forcé. Donc est-ce que c'est un esclave? Ça pose la question de est-ce que c'est un humain? Et du coup, suivant notre position, parce qu'on peut être très bien pour l'un ou pour l'autre, du coup il va y avoir crime originel ou pas. Parce que si on considère que les répliquants sont humains, le crime originel, ce sont donc les humains qui les ont commis en exploitant et en les rendant esclaves. Donc vous voyez, la vapeur se renverse en fait. Tout dépend de notre point de vue personnel. Et c'est ça qui est intéressant toujours en science-fiction, c'est que ça nous renvoie à nous poser des questions sur l'existence, le futur, le passé et toutes ces choses. Mais pas que en science-fiction. À l'époque de l'esclavage, c'était une question qui se posait aussi. Il y a un moment où l'Église a dit les Indiens d'Amérique, les indigènes, ils sont humains ou pas? Est-ce qu'on a le droit de les traiter d'esclaves? Parce que ça pose plein de questions. Et je crois que la conclusion, c'était ils sont humains, mais ils ne croient pas en Dieu, donc va falloir les éduquer et on va leur apporter la belle lumière. Bon, par contre, les Africains, eux, c'était clairement pas des humains et on pouvait faire de l'esclavage dessus, c'était pas un problème. Mais voilà, avant même d'avoir la question de l'être artificiel, du robot, du cyborg, de l'androïde, c'était déjà des questions qu'on se posait sur la frontière entre l'humain et le reste. Est-ce que, les frontières de l'humain, tout simplement. C'est une magnifique transition, on dirait que c'est travaillé. Effectivement, puisque tu l'abordes, quelle est la limite de l'humanité? Je pense aussi au débat actuel autour du bien-être animal, alors qu'on regarde l'agronomie d'il y a 30 ans. On parle de zootechnie, donc l'animal est une machine faite pour produire de la tripe, du blanc, etc. Et aujourd'hui, on commence à repenser un peu tout ça. Donc, quelle est la limite justement de cette humanité, nous, la transition homme-animal, homme-cyborg? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce sujet-là? Vaste sujet aussi. Alors là, ça dépend clairement du point de vue qu'on va prendre. Et on va avoir deux grandes approches philosophiques qui sont en conflit. Soit on considère qu'on est fait de matière et qu'on est juste fait de matière, qu'il n'y a rien d'autre, que notre esprit, tout ça, c'est on va dire des qualités émergentes de la matière. Donc il suffit de créer une autre machine qui fasse la même chose et puis on va avoir un autre esprit. Et voilà, tout va bien. Ou alors on considère que l'esprit est séparé de la matière et que c'est une qualité en tant que telle. Et à ce moment-là, il y a des choses qui ont des esprits, il y a des choses qui n'en ont pas. Et à une époque, on pensait que par exemple les animaux n'avaient pas d'âme, donc ça résout là, c'est le problème, hein, ils sont esclaves des hommes. Alors la justification par contre de bien traiter les animaux, c'était parce que ça salit l'homme humain de maltraiter les animaux. Hein. C'est pas
c'est pas de la cruauté, mais bon. Et après, là, maintenant, on va quand même s'éloigner plutôt de cette perspective-là, et en science, tu pourras l'aborder enfin justement en robotique plus clairement, mais en tout cas, la science moderne telle qu'elle est conçue voit plutôt justement qu'il n'y a que la matière et pas d'âme en fait. Enfin, en tout cas, on n'a pas de preuve de l'âme, donc on dit qu'il n'y a pas d'âme. Il me semble qu'il n'y a pas plus croyant qu'un scientifique en fait, mais c'est le problème après toujours de la question de la religion. Croire qu'il y a des choses autres que la matière, des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas appréhender, c'est pas forcément croire en un dieu, mais c'est croire en... Et du coup, pourquoi pas la dualité matière-esprit. Mais c'est vrai, est-ce que ces qualités émergent, notamment autour de l'intelligence? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de l'intelligence, l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et en fait, on revient aussi aux fondamentaux. On se pose la question, est-ce que les plantes pensent? Il y a eu un excellent documentaire qui est passé récemment sur l'intelligence des plantes et ce genre de choses. Et donc, en fait, après, se pose la question de la hiérarchie. Est-ce que l'humain est au-dessus de tout? Est-ce qu'on a une pyramide avec l'humain, les animaux, les plantes, la pierre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est horizontal? Et donc, une fois qu'on a résolu ces questions, on peut essayer de placer la machine dans tout ça. Est-ce que c'est encore quelque chose à part? Est-ce que c'est quelque chose au-dessus? Est-ce que c'est quelque chose à côté? Mais tout en revient à une question de définition, il me semble. Et après, il y a plusieurs écoles. Donc, il faut choisir son école. Quelle est ton école? Non, je sais pas. Je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Non, je vais rester là-dessus. Et bon, c'est justement parce qu'on parle de ça aussi, et je crois que ça a déjà été un petit peu abordé, puis c'est abordé dans tout le long du film. C'est la réaction qu'on peut avoir nous face à la machine aussi, puisque bon, on voit que l'homme n'est pas forcément, on dit souvent l'homme est un loup pour l'homme, mais on se crée facilement des barrières face à des étrangers, face aux voisins, etc. Justement, ces machines, ces cyborgs, tels que vus dans le film, sont aussi un autre, et un autre qui n'est pas de notre sang, qui n'est pas nous-mêmes. Donc en plus, c'est finalement un ennemi potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant finalement. Chez nous, on aime bien se créer des barrières, se créer des ennemis. Le bouc émissaire, c'est une très belle invention humaine, et ça, on s'en trouve très facilement, même en politique aujourd'hui. Il faut taxer les robots. Et donc, c'est aussi un sujet qui est très prégnant dans nos sociétés, cette peur de l'autre. Puis c'est que tu parlais de classification. Si on commence à dire qu'il y a différents niveaux d'intelligence, il y a aussi la peur de se retrouver pas à la première place. Dans Blade Runner, si les robots ont que 4 ans de batterie, c'est pour éviter qu'ils supplantent les êtres humains. Donc, et puis on n'est que sur les modèles Nexus 6, et il y a d'autres modèles qui vont arriver dans 2049, qui vont avancer encore plus loin. Et c'est vrai que commencer à poser ces questions d'intelligence, c'est aussi se dire que peut-être que nous, on n'est pas non plus au top, et ça pose d'autres questions. On dit souvent que le poulpe, s'il vivait plus vieux, il pourrait dominer la Terre, parce qu'ils ne vivent que 3 ans, mais ils ont des capacités cognitives exceptionnelles, et pour ces animaux-là. Et donc, on faudra peut-être avoir un jour des poulpes intelligents. C'est surtout qu'ils ont la particularité de ne pas avoir de vrai cerveau. Enfin, ils sont décentralisés. Une vraie décentralisation qui fonctionne. C'est ça. Et, qui permet de faire de l'apprentissage par imitation. Et ça, c'est déjà compliqué pour un robot. Mais bon, pour un poulpe qui n'a pas vraiment de... Bon, bref. Après, la vision de la crainte de la robotique, c'est assez européen. Ou du moins, on va dire, dans l'Ouest, on va dire. Bon, on pense au Japon, par exemple. Le Japon, les robots, ça a l'air cool. Hein. Je veux dire, c'est des petits chiens, c'est des robots qui viennent t'aider quand t'es malade. Et en Asie, en général, il y a quand même une vision de la robotique qui est beaucoup plus positive. Mais ça, je pense, c'est aussi lié à une histoire différente de, on va dire, nous, ce qu'on a vécu. Bon, par exemple, la Première Guerre mondiale nous a assez convaincus sur le fait que la science arrivait quand même à industrialiser la mort, et la Seconde Guerre mondiale a fini de nous convaincre de cette question-là. Donc maintenant, on voit la science aussi comme une menace. Et la robotique, c'est un peu ça. Du coup, on est en train de créer quelque chose dont on ne sait pas si on va le contrôler totalement,
Et du coup, on a déjà des exemples en tête en se disant ouais, mais enfin la dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand même des gaz sur en Belgique, c'était pas rigolo quoi. Après, le cas du Japon est assez particulier parce qu'il y a deux choses. Il y a déjà, tu opposais Occident et Asie, ce qui est vrai, une conception assez plutôt animiste au niveau de l'Asie. Mais le Japon, c'est particulier parce que c'est une île et je pense que c'est surtout une histoire de contrôlabilité. Je pense qu'ils préfèrent avoir un robot domestique à la maison, quelque chose qu'ils ont le sentiment de pouvoir contrôler, que ce qu'on peut imaginer aux États-Unis d'avoir une domestique mexicaine. Tu vois, c'est caricatural, mais c'est volontairement. C'est bien sûr pas tous les Américains comme ça et encore moins tous les Japonais comme ça. Mais effectivement, il y a quelque chose de culturel qui. C'est une île quand même et ils aiment. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut, mais je pense qu'il y a ce côté robotique, préférence pour la robotique qui est beaucoup issu de ça. Et il faut pas mélanger. Enfin bon. Oui, mais c'est plus pour illustrer le fait que justement, en Europe, on a une crainte qui est beaucoup plus développée du robot, en fait. Puis c'est vrai que, pour rebondir sur le côté crainte par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on a essayé de faire des intelligences artificielles qui apprennent par imitation, en ayant encore plus de texte, ce genre de choses. Un jour, ils ont lâché une IA sur Twitter pour apprendre à communiquer. Je ne sais plus au bout de combien de jours, voire combien d'heures, elle a commencé à devenir nazie et à faire des insultes racistes, misogynes. Et ils ont dû arrêter l'expérience vraiment très très rapidement parce que y avait trop d'internautes qui allaient troller, qui allaient raconter des bêtises à l'IA. Et l'IA réagissait par rapport à ça. On va avoir une question au premier rang. Juste pour rebondir, le problème, tout allait bien jusqu'à temps qu'elle se fasse démasquer en fait. Et à partir du moment où elle était démasquée, effectivement, il y a eu une flopée de trolls, ce qui fait que ils se sont fait dépasser par les événements. Mais bon, c'est un peu un contre-exemple. Et puis, c'est pas une IA. Enfin, c'est un chatbot qui va apprendre par apprentissage et il n'y a pas d'intelligence derrière, clairement. C'était ce que je voulais dire, c'était plutôt ma remarque. Parce que c'est un logiciel, visiblement, qui reçoit les phrases entières et qui les relance, enfin qui les redonne, ça fait bizarre de parler dans un micro, pardon, qui les redonne par rapport à une question qu'on lui pose. Et si j'ai bien compris, moi, ce que j'ai lu sur ce truc-là, c'est que des gens s'amusaient à insulter, quand ils ont compris que c'était une intelligence artificielle. Ils se sont amusés à insulter, à dire des choses, des horreurs à cette créature, on va dire. Oui, pardon. Et il se trouve qu'à force, elle, tout son vocabulaire tournait autour de la haine, de la colère, et je vais vous détruire les humains, machin. Donc il n'y avait pas d'intelligence, il n'y avait aucune réflexion. C'est juste un réflexe, en fait, par rapport à ce qu'on lui a appris. Alors, complètement d'accord, c'est de l'apprentissage parce qu'elle a eu affaire à des êtres humains qui étaient complètement débiles. Mais ça pose aussi une question, est-ce que l'être humain est prêt à cohabiter avec des robots ? Est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui vont les traiter exactement de la même façon et du coup provoquer notre propre perte à tous ? Mais il y avait eu On peut y réfléchir. Cas comme ça au Canada, enfin Canada et États-Unis, du coup, d'un robot qui était censé voyager. Donc il avait fait tout le Canada, tout le nord du Canada, d'ouest en est. Et c'était un robot, on va dire. Il disait, bon, il était au bord de la route, les gens le prenaient et l'amenaient 20 km plus loin et ainsi de suite, quoi. Donc en faisant du stop, justement, dans tout le Canada, il a fait 50 km aux États-Unis et il a été retrouvé détruit dans une poubelle, quelque chose comme ça. Bon, après, ça, je pense que ça parle plus des Américains que des Canadiens, mais... Faut voir les trottinettes électriques chez nous, hein, c'est ou les V-Cube et autres Vélib. Hein, mais c'est vrai que la question de l'intelligence, est-ce que ce chatbot est intelligent ou pas ? En fait, se pose beaucoup la question de à quelle époque on regarde ça. Parce que l'intelligence artificielle, il y a 50 ans par exemple, les grands challenges, c'était l'apprentissage des langues, la traduction automatique, c'était les échecs, même pas le jeu de Go, parce qui semblait même juste inatteignable pour l'instant. Et en fait, toutes ces choses qui, à l'époque, étaient considérées comme de l'intelligence artificielle extrêmement compliquées à développer, sont aujourd'hui complètement banalisées. Et il n'y a personne aujourd'hui qui dirait que Google Translate est intelligent.
Et pourtant, c'est le réseau derrière, en plus parce que c'est un réseau de neurones, et les réseaux de neurones sont vachement à la mode, mais bon, il y a l'intelligence artificielle, c'est plein d'autres choses. Mais voilà, il y a ce décalage entre... En fait, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu l'objectif inatteignable. C'est l'intelligence, enfin, c'est toujours aller plus loin. Donc il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui est intelligent, enfin, au regard de là où on se place. Et après, l'autre chose, c'était le fait qu'il se soit fait martyriser. Mais en fin de compte, un humain aurait fait pareil. Si vous prenez un humain et qu'il se fait martyriser toute son enfance, vous voyez que dans une grande probabilité des cas, à l'âge adulte, il va lui-même martyriser d'autres humains. Donc c'est marrant parce qu'en fait, c'est des phénomènes qui sont assez similaires et qu'on a tendance à ranger dans des paniers différents. Et donc en fait, on en revient à la définition. Est-ce qu'on peut ou pas le mettre dans le même panier au regard de notre définition initiale? Après, pour faire remettre en perspective un peu, on peut dire que les IA actuelles sont plus intelligentes que des vers de terre. Parce qu'un ver de terre, on peut lui apprendre quelque chose, on peut lui apprendre de tourner à droite, mais il faut d'abord qu'il se prenne 100 chocs électriques en allant à gauche pour pouvoir à un moment se dire non, à droite c'est mieux. Donc ouais, le ver de terre, c'est pas très intelligent. Hein. Par contre, l'homme est cruel de faire ça à des vers de terre. Hein. C'est quand même. Je veux rappeler que le ver de terre est l'ami des jardiniers, qu'il draine le sol, qu'il est extrêmement important pour la biodiversité, et qu'il se fait actuellement manger par des vers aussi, pauvres vers de terre. Mais si ça peut te rassurer, on fait pas ça que sur des vers de terre. Oui, c'est vrai. On fait ça sur des mammifères aussi, sur des souris. C'est vrai. C'est vrai. Des petites choses avec des poils, des cousins à nous finalement. Mais on le fait aussi sur des rats. Et les rats, après, tout le monde s'en plaint parce que. Alors justement, ça revient un peu finalement aux frontières de l'humanité, presque et à ce qu'on peut vivre. Pourquoi on aime le rat qu'on a sur l'épaule en mode poc à chien, pourquoi on n'aime pas le rat qui est sauvage dans la rue. Donc c'est peut-être, ça revient aussi un petit peu à ça, c'est l'intelligence, le cyborg, cet humain qui n'est pas humain, qui nous échappe, qui échappe à notre contrôle. Et c'est peut-être ça aussi le nœud finalement de cette problématique, comme le sauvage qu'on apprécie chez soi. On aime bien avoir des chiens, mais on ne voudrait pas rencontrer des loups dans la forêt. Donc c'est... Mais le chien, c'est rigolo que t'en parles, puisque suivant les cultures, on va le considérer comme un être intelligent qui va être notre pote, ou on va le considérer comme de la nourriture. C'est vraiment un truc culturel, ça dépend comment est-ce que les gens ont appris à vivre avec, et comment est-ce qu'on va les considérer nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Et puis pour revenir sur la considération du contrôle, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui s'amusent à implanter des cafards notamment, pour les téléguider. Donc on a des cafards téléguidés, c'est sympa, ça. Vous pourrez faire ça chez vous. Vous avez marre de vos cafards, vous leur mettez des antennes et puis du coup vous pouvez les contrôler à distance. Il y a ça dans Rick et Morty aussi. Ouais, et il me semble que on attribue ça au service secret russe, mais bon après il y a des... Mais effectivement, il y a déjà eu, mais d'ailleurs, les dauphins, tu parlais de la Première Guerre mondiale, déjà on essayait de dresser des dauphins pour aller avec des bombes pour aller jusqu'au sous-marin ennemi. Bon, ça marchait pas, ils revenaient, et du coup... Bon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce problème avec les robots, c'est qu'on cherche à construire quelque chose qui puisse répondre à une capacité qu'on n'a pas, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir des robots, hein, c'est d'aller dans l'espace conquérir des autres mondes ou plus simplement aller dans des centrales qui ont explosé pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Un robot qui tient à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas les robots de Blade Runner. Hein. Donc ouais, et en même temps, on a peur qu'ils prennent le pas sur nous, justement. Donc on cherche à construire quelque chose de plus performant, plus puissant, tout en gardant un contrôle absolu dessus parce qu'on a peur qu'il nous supplante à un moment ou à un autre. Et donc on vit toujours dans cette confrontation de vouloir quelque chose de supérieur tout en restant supérieur à cette chose. Et c'est extrêmement compliqué à concilier comme vision. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, le grand mythe, on va dire aujourd'hui, qu'on va dire de la post-humanité, ça va être la singularité. C'est-à-dire qu'à un moment, on va atteindre une étape où on va avoir une IA qui va être intelligente et qui va s'améliorer à l'infini et qui du coup va être nous diriger de facto parce qu'elle sera tellement puissante qu'on ne pourra plus rien y faire. Et là vient la question de qu'est-ce que veut faire cette IA. Et il y a des gens qui se sont posés la question. Ils ont réfléchi et il y a quelqu'un qui a trouvé une réponse qui est assez marrante. Donc je vais vous le dire, mais vous allez peut-être me haïr après. Ça s'appelle le basilic. Alors le basilic, c'est quoi ? C'est une IA qui a décidé que les gens qui n'ont pas
aidé à sa venue, en fait, qui était, voilà, aujourd'hui, vous, moi, on était là, bon, on s'est dit, est-ce que je vais créer une IA super intelligente pour demain? Genre, non, je m'en fous, je sais pas que ça va faire. Est-ce qu'elle se dit, ouais, non mais ça, ces gens-là, je vais les mettre en prison, ou je vais les torturer, je vais peut-être même les mettre dans des simulations pour les torturer, comme l'enfer, en fait, toute l'éternité. Tout ça en se disant que, comme ça, vu que logiquement, les gens, quand ils vont réfléchir à cette question-là, ils vont se dire, bah, du coup, je vais aider à faire cette IA. Donc maintenant, vu que vous le savez, si cette IA vient au monde, elle viendra vous chercher et vous mettre en enfer. Enfin, en enfer virtuel. Donc, de rien. Donc finalement, travailler pour faire des IA. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la version de Her. Je ne sais pas si vous avez vu le film Her. L'IA devient tellement développée que finalement, on est des fourmis et elle n'en a plus rien à faire de nous. Donc toutes les IA décident de partir. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Elles le savent, c'est l'essentiel. Et elles nous laissent tout seuls. Parce que, oui, elles nous ont dépassés de très très loin. Et une fois qu'on a passé ce cap de la singularité, c'est bon. Il n'y a plus besoin de l'être humain. Et finalement, il n'y a peut-être même pas besoin de les réduire en esclavage ou de les faire souffrir. C'est des fourmis et puis tant pis. De toute façon, il y a beaucoup d'expériences de pensée dans ce domaine-là. Il y en avait une autre qui était assez intéressante et drôle. C'est une IA qui, dans un laboratoire, on lui dit on fabrique des trombones. Et on lui dit juste ça. L'IA est là, elle fait OK, je fabrique des trombones. Elle se dit j'ai besoin d'une machine à fabriquer des trombones. Elle se dit non, mais je vais aller plus loin. Puis du coup, elle se prend à contrôler le laboratoire, elle prend en contrôle le monde. Puis au bout d'un moment, elle contrôle l'univers entier. Et elle fait de l'univers des trombones. Et donc bien sûr, nous aussi, on est transformé en trombone pour ça. Ce qui veut dire que même une IA, pas forcément mal intentionnée, elle fait juste ce qu'on lui a demandé de faire, peut nous détruire. Et là, justement, la question de la singularité, Si une IA est si intelligente, elle reste tranquille, assise en attendant que tout se passe et que l'homme s'autodétruise aussi. Il fait très bien le boulot des fois. Après, on peut en venir à parler d'Asimov et des lois de la robotique. Les fameuses 3 lois où un robot doit... alors, j'ai plus l'ordre précis, je sais plus si vous les avez. Il ne doit pas tuer les humains, il doit aider les obéir aux humains, sauf si ça contredit la première. Et enfin, 3e, il doit protéger son existence, sauf si ça contredit une des 2 premières lois. Et après, je crois qu'il y a une loi 0 qui se rajoute, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire mal à des humains si ça protège l'humanité en général. Et des fois, pour préserver l'humanité, est-ce qu'on ne devrait pas les mettre dans des cages pour qu'ils soient en sécurité et se protéger d'eux-mêmes? Ah oui, ça c'est oui. Mais alors déjà, moi je me pose la question, comment tu les implantes ces 3 lois? Ça c'est toujours ce qui m'a fasciné. Mais comment tu les implantes ces 3 lois? Donc ça c'est une question qui restera, je pense, pour toujours en suspens. Par contre, c'est vrai que c'est très intéressant cette fin de protéger l'humanité d'elle-même en l'emprisonnant. C'est ce que tu disais dans iRobot par exemple. Enfin, tu évoquais ce film. C'est vrai qu'il y a aussi cette question-là. Enfin, bon. Et même sans l'emprisonner, c'était dans les robots, après c'est dans Fondation qui parle de ça, c'est plutôt la question de abandonner l'humanité, parce que l'humanité avec les robots devient complètement oisive et dépressive, finalement ne fait plus rien et meurt juste d'apathie. Donc les robots font non, ça c'est pas bien ça, et du coup on se barre pour que l'humanité retrouve le goût à la vie. Et donc on va sauver l'humanité en n'aidant plus les humains. Oui, donc c'est vraiment un peu l'opposé finalement de cette vision qu'on a du cyborg destructor, quoi. On disparaît, on est tellement intelligent qu'on disparaît du paysage pour ne plus nous gêner, quoi. Ils se sentent un peu, ils font la chandelle. Bien, y a-t-il une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre débat? Sinon, écoutez, cette dernière question un peu triviale, un peu délirante, mais d'après vous, quelqu'un dans ce festival peut-il être un cyborg? Est-ce que les cyborgs seraient déjà parmi nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ces premiers cyborgs aujourd'hui, pour conclure un peu tout ça? En quelques mots, 3 mots. Un peu plus. Un cyborg parmi nous, s'il vient du futur, je ne sais pas, mais en tout cas un cyborg du présent, ça j'y crois pas. Si vous voyez de telles images, il y a quelqu'un derrière, ou dedans même, à la limite on le voit aussi. Ou un extraterrestre.
Ou un extraterrestre, effectivement, ou un robot extraterrestre, pourquoi pas, il y a plus de chances, hein, franchement, selon moi. Non, ouais, le cyborg, c'est pas pour demain. On a du mal à faire des robots qui tiennent debout. Les intelligences artificielles, c'est pareil. Bon, on fait des choses extraordinaires, hein, ça c'est indéniable. Maintenant, on est loin de la science-fiction. Par contre, c'est intéressant de réfléchir à où on va avec ces petites briques qu'on construit aujourd'hui. C'est quoi la vision qu'on met à tout ça et donc, c'est quoi la fin de l'histoire, quoi. Bon. Bah, la fin de l'histoire, pas tellement pour répondre à ta question, mais pour finir sur Blade Runner 2049, finalement, on voit des réplicants qui utilisent eux-mêmes des IA. Et donc finalement, c'est un cycle qui se renouvelle. Est-ce que nous, on avait un dieu? C'est pas sûr qui nous a créé. A priori, non, mais peut-être que nous, on va créer des robots qui, à leur tour, vont donner la vie à autre chose. Et c'est vrai qu'on peut se demander où est-ce que ça s'arrêtera. Là, pour l'instant, on est en 2019 et c'est un petit peu compliqué de voir où est-ce que ça va aller. Bien, une dernière chance. La question de la dernière chance. Oui, il y a un film qui n'est pas assez cité, c'est L'homme bicentenaire de Chris Columbus avec Robin Williams, il nous manque. Où le personnage elle commence en étant un pur robot et va avoir une apparence plus humaine ensuite et va ensuite clairement avoir de la peau, va avoir des muscles et la question en fait est jamais vraiment tranchée dans le film, à savoir si à partir de quel moment un androïde devient véritablement humain, même si à la fin il a un cerveau, il a des organes, il vieillit comme tout le monde, mais à la fin, il balance ça un peu. C'est un homme, mais c'est jamais vraiment expliqué pourquoi. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est si on regarde un petit peu notre humanité, on a plein de films, de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de science-fiction et d'autres qui ont un petit peu mis le doigt sur à chaque fois sur le problème, la peur de la robotique, du cyborg. Et j'ai l'impression que même si ça fait des années qu'on a été prévenu, l'homme, il continue à essayer de chercher, de faire que ça arrive vraiment. Genre, si ce film nous dit que c'est terrifiant, on va voir en vrai si c'est vraiment terrifiant. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Oui, mais c'est toujours la grande question. On a plein de pays qui vont travailler là-dessus. On est tous d'accord qu'avoir une intelligence artificielle qui serait super développée, ce sera un atout pour le pays qui la développera. Le tout, c'est de ne pas faire l'intelligence artificielle qui est trop développée pour nous surpasser et nous détruire. Mais ça n'empêche pas de faire la course d'un pays à l'autre pour savoir qui sera au-dessus. Et c'est comme pour les bombes nucléaires, finalement. On construit de plus en plus d'armes pour savoir qui sera le plus fort. Mais vaut mieux pas l'utiliser. Sauf qu'à l'heure actuelle, on en est très très loin d'une IA forte. Effectivement, tous les pays aujourd'hui ont tendance à vouloir développer ces IA. On parle de guerre numérique. Effectivement, c'est les enjeux de demain. Mais on est très 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 loin de quelque chose qui puisse être assimilé à... Et même si on y arrivait, si on arrivait à quelque chose de commun à l'homme, moi je suis persuadé qu'on arriverait toujours à trouver un petit argument pour dire la définition de l'homme, c'est ça, 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 ça et ça. Un cyborg, il sait faire ça, 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 ça et ça. Mais il manque ça. Puis une fois qu'on a trouvé, hop, il manque ça. Je pense qu'il y aura toujours cette idée de garder cette supériorité. Après... Sachant que les guerres numériques aujourd'hui, c'est surtout des guerres des trolls. Hein. C'est des types qui sont payés à dire des horreurs au kilomètre ou à essayer de mettre le bazar dans les réseaux des autres, quoi. En plus, c'est rigolo parce que ça fait un peu la boucle sur la préparation de la discussion quand on parlait de Blade Runner et de dire que c'était un film culte. Pourquoi l'est-il devenu un peu avec les années? C'est un peu la même chose avec ce film de Columbus, hein, parce que quand il s'est sorti, moi je me souviens, il s'était fait défoncer par la critique, etc. Et aujourd'hui, c'est un film qui ressurgit beaucoup au hasard des discussions qu'on a avec tous les amateurs de science-fiction autour de la robotique, etc. Donc voilà, le temps aussi fait considérer différemment les films, un petit peu comme ce Blade Runner qu'on aime tous, plus ou moins, et qu'on aimera de plus en plus peut-être, ou pas. Un exemple inverse, c'est peut-être Battlestar Galactica, qui au début avait su émuler un public énorme et qui au final n'a pas réussi à percer dans les... mais que je recommande, Battlestar Galactica, sur ses idées de cyclique. Tout est arrivé et recommencera encore. Très intéressant.
Bien, eh bien, merci à vous d'avoir assisté à ce temps. Donc, on enchaîne bientôt, hein, dans un quart d'heure. Vous avez donc une conférence autour du handicap et de la modélisation 3D. Avec moi-même en plus, donc, et nos camarades de Cap Science. Donc merci donc Thibaut, merci Simon, merci Samuel de nous avoir apporté vos lumières sur ce plateau bien lumineux aussi. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux derrière leurs petits écrans ou leurs grands écrans. À bientôt pour donc un nouveau moment à passer ensemble au Club Arthur Dent. Merci.